moi c'est Samra, je suis sage-femme échographiste. Et puis, comment dire, sensibilisée à la psychopérinatalité et tout ce qui est lié à mère enfant, etc. Juste un petit commentaire, il y a quelqu'un qui dit je ne connais pas MEAD, on va se présenter après qui est MEAD, qui sommes-nous, nos actions, etc. Je vois vos commentaires. Donc voilà. Et Lina? Lina, je suis médecin psychiatre depuis maintenant 4 ans et là actuellement je travaille dans un centre spécialisé dans tout ce qui touche au psychotraumatisme. Voilà, et j'ai aussi un engagement humanitaire auprès de MEAD depuis quelques années. Voilà, trop bien. Et donc, du coup, pour revenir à votre question et pour tout le monde qui nous a rejoints, donc MEAD, on est une ONG de santé qui a été créée en 2011. Donc ça fait un petit moment maintenant, donc une ONG de santé humanitaire qui agit principalement en Syrie depuis le début de la guerre et après en Ukraine. Et aujourd'hui on a d'autres projets notamment en Palestine et au Yémen. Et donc l'essence même de MEAD, c'est vraiment tout ce qui est de la formation médicale. Donc ça c'était la base de MEAD et après on s'est élargi à des projets de réhabilitation, de logement d'urgence, de consultation médicale et tout plein de choses. Mais voilà, l'essence même de MEAD à la base c'était de la formation médicale, du transfert de savoir ici sur le terrain. Et donc aujourd'hui on est réunis pour malheureusement commémorer les 13 ans de la guerre en Syrie. Voilà, donc 13 ans déjà. Je ne sais pas si vous pouvez faire un commentaire sur ça, peut-être, éventuellement. Pour moi, c'est comme si vraiment c'était hier. C'est des années qui sont passées extrêmement vite. On en parlait pas mal au début, mais là on n'en entend plus parler en fait. Ce qui fait que ça passe encore plus vite. Il ne faut pas arrêter d'en parler. Voilà. Je te rejoins tout à fait, Samra, c'est vraiment ça. C'est devenu malheureusement une cause invisible qui a souffert beaucoup de la désinformation aussi, qui en souffre encore plus aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a oublié aussi que aujourd'hui c'est peut-être pire qu'au tout début en fait des premiers événements où il y a eu un soulèvement, une liesse populaire. Là c'est la misère de populations déplacées qui sont sans avenir et qu'on a vraiment oublié, qu'on a vraiment délaissé. C'est exactement ce qu'on essaie de mettre en avant nous à MEAD. Donc par exemple, il y a eu le séisme aussi l'année dernière. Donc ça a été vraiment une catastrophe qui nous a énormément touchés. Et pour les 1 an, je sais, j'aime pas trop dire ça, mais bon, les commémorations, l'anniversaire, c'est pas des mots que j'aime trop employer, mais du coup pour les 1 an, on a essayé, nous, de remobiliser, de marquer le coup, que les Syriens, il faut pas les oublier. Et aujourd'hui, avec toute l'équipe, vous pourrez voir dans les posts, en fait, on a passé un message, parce que la Syrie est trop sous silence, et que l'indifférence tue en fait en Syrie, les gens sont trop oubliés en Syrie. Et c'est pour ça que ce soir aussi on est là, donc déjà merci aussi, je vous ai pas remercié. Merci à vous de nous faire confiance, de nous inviter à chaque fois, c'est un plaisir. Et donc en fait aujourd'hui on va parler des traumatismes physiques et psychiques, si je puis dire, en zone de conflit, notamment du coup en Syrie. Et on va commencer, je pense. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je les vois toutes les questions, donc elles pourront répondre et nous, MEAD, on pourra aussi répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si on ne répond pas tout de suite, sachez que je les vois et on pourra répondre après. Voilà, on va commencer vite. Du coup, première petite question pour toi Lina. Alors on va recontextualiser. Donc Lina est psychiatre, parce que les gens arrivent en fait au fur et à mesure, je ne sais pas si... Donc Lina est psychiatre et Samra est sage-femme. Alors leurs réseaux sociaux, Samra c'est Dick sur Instagram et Lina, docteur Lina Chami, DR, Lina Chami, Lina avec un Y. Merci. Quand même, faut que je me mentionne quand même. Donc du coup Lina, c'est quoi un traumatisme? Alors c'est une très vaste question parce que dans le traumatisme on met plein de concepts différents. Mais déjà si c'est pour répondre à ce que c'est qu'un événement traumatique, quelque chose qui va faire trauma dans la vie du sujet, c'est souvent ce qu'on appelle un événement qui a fait ressentir une menace de mort au sujet ou une menace pour son intégrité physique. Donc tu vis un truc qui fait que tu as l'impression d'avoir jamais vécu ça et c'est d'une telle violence, c'est d'une telle effraction pour le sujet que tu te sens en danger de mort. C'est ça l'événement traumatique. Et cet événement traumatique, il peut par la suite,
si il n'est pas pris en charge, si la personne est vulnérable, s'il y a vraiment des facteurs en fait, qui font qu'elle est fragile et qu'elle peut développer après des troubles, s'il n'est pas pris en charge, tu peux justement développer des symptômes de troubles de stress post-traumatique au bout de quelques semaines. Voilà. Et alors, je ne sais pas si ça t'intéresse, peut-être que je détaille. Si, voilà, donc on va peut-être détailler. Donc, c'est quoi du coup le stress post-traumatique, les symptômes auxquels ils sont associés du coup. Ouais, on entend beaucoup parler de ça. Hein. C'est de plus en plus mis au devant de la scène parce qu'avec la triste actualité en 2015 en France avec les attentats, on s'est rendu compte en fait qu'on manquait en fait de prévention autour du trauma et de prise en charge. Et donc le trouble de stress post-traumatique, c'est 4 familles de symptômes. Je vais essayer de les faire vraiment de façon très générale. Mais imagine-toi en fait que quand tu vis un trauma, comme ton cerveau il n'a pas trop compris ce qui s'est passé, c'est comme si la mémoire de l'événement allait continuer tout le temps à popper dans ton cerveau, à se balader, parce que tu n'as pas pu ranger cet événement quelque part dans un tiroir. C'est un stress tellement immense que tu ne sais pas trop quoi en faire. Donc comment ça va se manifester? Tu vas avoir des intrusions. C'est-à-dire que tu vas avoir des flashbacks, des images qui reviennent, tu vas revivre l'événement comme si tu étais comme hier, tu vas avoir des cauchemars, donc tu revis tout le temps la scène. Donc ça, c'est tous les symptômes intrusifs. Et puis après, tu vas avoir aussi des conduites d'évitement. C'est-à-dire que à cause des symptômes d'intrusion, à cause du stress que tu vis en lien avec le trauma, tu vas commencer à éviter d'aller dans certains endroits, de côtoyer certaines personnes, de retourner dans telle rue ou tel magasin, même de penser des fois. Tu vas supprimer tes pensées, tes émotions. Par exemple, il y a des gens, tu vois, qui vont mettre leur casque et qui vont tout le temps écouter des trucs pour éviter de penser et être connectés à eux et à leurs émotions. Donc ça, c'est une vraie conduite d'évitement. Après, tu as la famille des symptômes de ce qu'on appelle l'hyperréactivité neurovégétative, où tu es tout le temps en état de stress, en état d'hypervigilance, en état de surveillance, de qui-vive, tu sursautes, tu es tout le temps stressé. Et enfin, avec le temps, si tu n'es pas prise en charge et que tu vis d'autres événements traumatiques, tu peux avoir vraiment une conscience très négative de toi, avec beaucoup de culpabilité, beaucoup de remords, tu te refais le film, tu te dis c'est de ma faute, j'aurais pas dû agir comme ça, une baisse d'estime de toi-même, et puis tu peux te déprimer aussi à la longue. Voilà un peu les 4 familles de symptômes. Merci beaucoup. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Je voulais juste revenir par rapport à notre live. Donc normalement on aurait dû être avec un médecin urgentiste et il n'a pas pu être là malheureusement avec nous. Mais voilà, c'est une petite précision que je voulais faire. Du coup, merci beaucoup Lina pour tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si elle peut répondre, elle le fera. Bien sûr. Voilà. Voilà. Et alors, petite question pour toi maintenant, Sabra. Alors, donc pour recontextualiser, nous parlons des traumatismes physiques et psychiques en zone de conflit, notamment en Syrie, parce qu'aujourd'hui, c'est les 13 ans de guerre en Syrie. Et donc, Samra est sage-femme, et du coup, j'aimerais te poser une question. Comment vivent en fait les femmes leur grossesse en zone de conflit? Alors, en zone de conflit, la grossesse va être vécue de façon terrible. Ce sont des femmes qui n'auront pas un suivi médical, déjà pour dépister certaines pathologies qu'on peut dépister en temps normal avec des consultations régulières. Donc là, elles vont avoir le suivi du strict minimum en fait. Elles vont aller consulter que s'il y a un problème. Et parfois quand c'est trop tard. Voilà. S'il y a des saignements par exemple, si le bébé ne bouge plus du tout, etc. Et parfois c'est trop tard. Et parfois c'est trop tard. Tout à fait. Il peut y avoir des ou pour elle, ou pour le bébé, ou pour les deux parfois. Ce sont des femmes qui vont accoucher dans des conditions donc, de stress intense. Une femme qui accouche, normalement, pour accoucher bien, le plus sereinement possible, doit être dans des conditions de sérénité, de ne pas avoir de stress, d'hormones qui vont un petit peu venir contrecarrer le travail et l'accouchement. Donc là, ce sont des femmes qui vont accoucher difficilement du fait du stress, ces femmes, en plus de cela, en plus des conditions de stress, des conditions de guerre, il y a des conditions qui s'ajoutent au niveau, par exemple, de l'alimentation. Elles ne vont pas être alimentées correctement. Donc il y a certaines pathologies en plus qui vont s'ajouter, comme le diabète de grossesse, les prééclampsies, etc. Et pour le postpartum, ça va poser aussi problème pour notamment l'allaitement. Si les femmes sont dénutries, l'allaitement, ça va être compliqué. Alors elles n'auront parfois peut-être pas de lait. Donc pour nourrir le bébé... on a souvent des vidéos sur les camps, je peux me permettre de rebondir sur ça. Juste petite pause, je vois vos questions et j'hésiterai pas à leur faire part juste après ce propos. Du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Samra. Donc on a souvent des vidéos de témoignages de familles dans les camps où une mère a dit en fait
qu'elle n'avait pas de lait parce que elle manque de nourriture et elle donnait des tisanes en fait à leur bébé. Donc qu'en est-il des tisanes en fait pour ces bébés? Est-ce qu'ils grandissent, est-ce qu'ils peuvent se développer? Comment ça peut se passer ça? Bien sûr que non. Déjà oui, avant même de naître, ils naissent souvent en retard de croissance aussi, parce que si la femme enceinte ne s'est pas correctement alimentée, ça peut entraîner des retards de croissance chez le bébé. Et donc après, non, les tisanes, c'est absolument pas adapté pour un nouveau-né. Il leur faut du lait, voilà, du lait maternel de préférence, avec les protéines, les glucides, les lipides, pour qu'ils grossissent, qui grandissent normalement, on va dire. Les tisanes, c'est quoi? C'est de l'eau et c'est tout. Des plantes. Voilà, et des plantes. Ouais, non, absolument pas. Donc ça peut être vraiment même mortel pour ces bébés s'ils sont alimentés avec des tisanes. Alors, on va revenir dessus juste après. On va répondre. Je vais poser une première question. Alors, merci beaucoup pour cela. Merci à vous d'être là surtout parce qu'on ne serait pas là sans vous non plus. Alors, une fille qui s'appelle Sarah. Elle te demande. Bonsoir Sarah. Voilà. S'il n'y a pas de prise en charge médicale directe, comment l'entourage peut-il aider pour gérer l'événement traumatique? L'entourage, c'est une très bonne question. L'entourage, c'est un des facteurs ressources principaux qu'on mobilise quand on a vécu un événement traumatique. C'est même quelque chose qui va nous protéger de développer des symptômes de stress post-traumatique. C'est pas forcément la famille, ça peut être l'entourage social, l'entourage professionnel, même la société en elle-même, la présence qu'elle peut avoir à la souffrance d'autrui, la reconnaissance du préjudice permet à certaines victimes de se dire oui, ce que j'ai vécu c'est grave, mais je suis pas seule à le traverser. Et donc l'entourage peut beaucoup aider parce qu'il est ressource, mais il est ressource effectivement quand il est présent, ce qui n'est pas forcément le cas toujours en Syrie, puisqu'on a souvent des orphelins, des gens qui ont perdu leurs parents, des gens qui ont perdu leurs frères et sœurs. Donc des fois on n'a pas cet entourage-là. Donc ce qu'on peut mobiliser, c'est la famille éloignée ou alors effectivement des travailleurs sociaux, des médecins, tout cet entourage compte. Sachant que par exemple en Syrie, il n'y a pas forcément de santé mentale, la santé mentale c'est encore très tabou dans cette région. Nous, MEAD, on a ouvert des cellules d'écoute, on essaye de monter des programmes de santé mentale, mais c'est encore très compliqué dans cette région, il n'y a pas beaucoup d'ONG qui le font. Et nous on essaie d'être là en fait. Voilà. Par exemple, le post-6, l'année dernière, on a ouvert des cellules d'écoute. Je tiens à dire que c'est encore un tabou aujourd'hui. Mais rien des cellules d'écoute, de pouvoir poser des mots avec quelqu'un sur sa souffrance, c'est important. Et donc l'entourage va être important pour soutenir, pour écouter, pour apporter ce sentiment de sécurité aussi, la sécurité affective, de se dire je suis pas tout seul, je suis entouré. Mais là où il y a un autre souci aussi par rapport au fait de guerre, c'est que tout l'entourage a vécu le même trauma. Donc être ressource pour quelqu'un alors que soi-même on est en souffrance, c'est aussi compliqué. Il faut avoir cette idée en tête que dans les traumas de guerre, comme toute la famille, ça se vit à une échelle collective, c'est difficile d'être ressource pour l'autre. On peut être ressource pour l'autre, la présence fait ressource, mais c'est plus compliqué. D'accord, merci beaucoup. J'espère avoir répondu à la question. J'espère aussi. Et elle a une autre question. Elle demande, on sait très bien que le vécu pendant la grossesse impacte le bébé. J'avais pas vu avant. Désolée, c'est pour ça, Mara. Désolée. Donc on sait très bien que le vécu pendant la grossesse impacte le bébé. Dans de telles conditions, et même si la guerre se termine, qu'est-ce qui est redouté par les enfants à naître? À quand redouter, à redouter en termes de séquelles psy aussi, et aussi physiques? Alors c'est vrai que ça va être des séquelles en fait qu'on va peut-être pas voir tout de suite d'un point de vue psy, mais ce sont des enfants qui vont grandir avec des difficultés de développement psychomoteur parfois, des troubles de la relation aussi avec la maman, parce que si elle est en stress permanent pour la grossesse, l'accouchement, après pour établir le lien avec le bébé, ça va pas être facile. Voilà. S'il y a des besoins primaires auxquels elle doit penser, comme se nourrir, se vêtir, etc., après pour penser à établir un lien avec son bébé, ça va pas être évident. Donc c'est vraiment des séquelles bien au-dessus de ce qu'on peut imaginer en fait. Si ça intéresse, ça intéresse le public qui nous écoute, peut-être lire un petit peu tout ce qui est en lien avec la théorie de l'attachement. C'est vraiment ça ce qui se passe dans les premières années de la vie et même in utero. Une maman qui est en insécurité, une maman qui est fatiguée, une maman qui n'a pas les ressources primaires pour survivre, c'est une maman effectivement qui aura plus de difficultés à répondre aux besoins de son bébé, qui aura plus de difficultés à l'aider à se réguler émotionnellement. Et ça, plus tard, dans l'enfance, ça crée une vraie insécurité affective chez l'enfant. Et plus tard, quand il sera plus grand dans ses relations, dans son rapport à lui-même, son estime de soi, sa gestion des émotions, des relations avec les autres peuvent être très compliquées. Donc oui, il y a malheureusement des séquelles qui s'inscrivent très tôt dans l'histoire de ces enfants.
Ouais, j'espère qu'on aura répondu à ta question. On a une autre question pour toi, Samra. Donc, c'est une personne qui te demande le traumatisme peut-il être la source de maladies invaliditantes durables? Pour qui? Non, ça c'est plus pour toi, désolée, Lina. Alors, des maladies invalidantes durables, il n'y a pas de souci. Oui, il faut savoir que souvent, le psychotrauma, c'est une pathologie qui va se larver dans plein de petites couches différentes de maladies. Et souvent, les gens, quand on les rencontre, ils ne viennent pas avec les symptômes du psychotrauma, ils viennent plutôt avec ce qu'on appelle les comorbidités, les maladies qui se sont ajoutées, avec lesquelles ils ont essayé de survivre en fait. Et donc, souvent, ce qu'on va rencontrer, c'est de la dépression, des troubles anxieux très graves, mais aussi des pathologies somatiques, parce que le trauma, c'est une maladie du stress. Et qui dit stress, dit dérégulation hormonale, organique. Et donc on a des maladies de la peau comme l'eczéma, le psoriasis, des maladies intestinales comme des maladies inflammatoires chroniques, des maladies aussi neurologiques, des maladies fonctionnelles. Enfin, ça peut tout toucher. Ce qu'on appelle plus communément le psychosomatique. Oui, c'est ça. Mais pour le coup, c'est des vraies pathologies. C'est-à-dire qu'on peut les soigner. Il y a une part psychique, certes, mais c'est des vraies maladies. Il ne faut pas dire aux patients, ça n'existe pas, c'est parce que vous avez un trouble de stress post-traumatique. Si ça existe, il faut le soigner. Mais c'est vrai que si on ne prend pas la part psychique, si on ne l'écoute pas, c'est difficile de soigner totalement la maladie. Et c'est vrai que les gens qu'on rencontre, souvent on les rencontre à ce stade-là, quand ils ont des maux physiques qu'on n'arrive pas totalement à soigner et qu'en fait qu'on se rend compte que derrière il y a quelque chose de plus profond. Ouais, du coup ça me fait penser aux autres questions que je voulais te poser. Donc est-ce qu'on peut guérir d'un traumatisme? Surtout en zone de conflit, un conflit qui dure des années. Donc est-ce qu'en fait on peut guérir les traumatismes accumulés, parce que je pense qu'on peut en avoir plusieurs du coup. Bien sûr. La particularité des traumas de guerre, c'est des traumas répétés. Et nous, on a un jargon, on parle de traumatisme complexe. On parle de traumatisme complexe à partir du moment où on a vécu des événements répétitifs et de nature différente. Parce qu'un événement traumatique, c'est pas juste un trauma de guerre, ça peut être une violence sexuelle, une violence physique, ça peut être une maladie grave, un accident, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Et donc les traumas répétés, effectivement, déjà l'expression des symptômes est différente et la prise en charge n'est pas tout à fait la même. Elle est beaucoup plus multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur beaucoup de choses. Pour répondre à ta question, oui, on peut guérir du trauma. Moi, je le pense, sinon je ne ferais pas ce métier. Mais je pense qu'on peut guérir du trauma. Après, effectivement, dans les zones de guerre comme celle-là, ce qui est problématique, c'est que tu es encore exposé au traumatisme. Et tant que tu n'es pas en sécurité, faire du travail sur le trauma n'a pas de sens. Donc, il faut travailler vraiment sur les ressources, la sécurité, faire en sorte que tu aies vraiment accès aux besoins primitifs. Manger, dormir, avoir un toit au-dessus de la tête, ne pas avoir des bombes effectivement qui t'explosent au-dessus de la tête toute la journée. Vraiment travailler sur du basique. Et après, une fois que le patient est stabilisé, nous on parle de stabilisation, là on peut se lancer dans des thérapies spécifiques. Et celles qui sont reconnues le plus efficaces dans les revues scientifiques sont la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie d'exposition et le MDR. Mais ça, tu te doutes bien qu'en zone de guerre, on doit répondre aux besoins. Déjà, est-ce qu'il y a des psychiatres en zone de guerre? C'est ça aussi. Déjà, il n'y a plus de formation en fait. Les facs, elles sont arrêtées, tout est arrêté. Il y a des médecins qui sont diplômés. Déjà, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que nous, Méad, on est vraiment sur un transfert de savoir. On a des gens comme vous on vous pousse à aller sur le terrain pour pouvoir former les soignants qui sont présents pour parce que là actuellement en Syrie par exemple le système de santé il est un peu il est détruit et est-ce qu'il va se reconstruire, on ne sait pas encore malheureusement. Il est capable d'aller s'exposer à ça. Si par exemple tu fais une séance avec cette personne, elle parle de ses cauchemars, tu lui fais par exemple un peu de MDR, ça va mieux, le cauchemar disparaît, et qu'elle rentre chez elle et que le lendemain il y a de nouveau un bombardement. C'est compliqué. Donc la thérapie, elle se fait vraiment en phase où tout est consolidé et on peut aller toucher au traumatisme. Mais en attendant, tu peux mettre des choses en place. Vraiment les ressources, travailler sur les ressources, c'est très important. Et puis l'écoute. Poser des mots, c'est très important. Mettre des mots sur les souffrances, ça permet aux patients, déjà aux personnes de se dire je suis pas fou, ce qui se passe dans ma tête, c'est pas de la folie, ça existe, il y a des médecins qui le reconnaissent, qui le diagnostiquent, il y a une prise en charge, il y a des traitements aussi médicamenteux pour ça. Donc déjà rien que ça c'est ce que nous on appelle la psychoéducation, ça permet aux patients de se réapproprier un peu son vécu et de se dire voilà, il y a possibilité de faire quelque chose. D'accord, merci, c'est super intéressant. Vraiment passionnant. Ouais, vraiment. Petite question. Donc
toujours en situation d'urgence. On rappelle que le live, si vous nous rejoignez, que c'est un live pour commémorer malheureusement les 13 ans de la guerre en Syrie et aussi pour parler de toutes les autres zones de conflit. Donc on parle des traumatismes physiques et psychiques en guerre, en zone de guerre. Et donc, petite question, Lina est psychiatre, Samra est sage-femme. Quels sont les signaux inquiétants à repérer chez une mère qui vient d'accoucher et qui semble aller très mal? Qui semble aller très mal psychologiquement Oui, même physiquement. Qui vient d'accoucher. Qui vient d'accoucher en urgence, en zone de... Saignement déjà abondant, qui saigne en continu. Donc ça peut être des signes d'hémorragie. À part ça, c'est le principal risque en postpartum, quoi. Après, éclampsie, c'est vraiment la femme, elle va convulser. Tu vois, elle va perdre connaissance et convulser. Ça peut être des signes d'éclampsie, donc l'hypertension qui est montée très très haut et qui, là, c'est un risque vital du coup pour elle. Et pour le bébé aussi, si elle n'a pas encore accouché. Ouais. Après, tu as aussi une chose un peu plus rare, c'est l'embolie amniotique. Et ça, c'est rare. Tu as du liquide amniotique qui passe dans le sang, on sait comment. On ne sait pas trop comment s'expliquer, mais en tout cas, c'est des arrêts cardiaques dans les minutes, les heures qui suivent l'accouchement. Ça, c'est très rare. C'est très rare, mais ça peut arriver. Voilà. Ok. Et au niveau psychique, ce que tu peux repérer chez les mamans, alors nous on parle de la période du baby blues qui dure 3-5 jours, ça c'est un peu normal. Il faut imaginer qu'une maman qui vient d'accoucher, c'est une explosion hormonale, il se passe plein de choses dans sa tête. Donc il faut laisser cette période un peu de 3-5 jours passer. Mais au-delà des 5 jours, si tu commences à voir que la maman, elle n'a pas de contact avec le bébé, qu'elle l'ignore, qu'elle pleure énormément, qu'elle n'arrive pas en fait, à créer vraiment le lien physique avec lui, là tu peux commencer à t'inquiéter. Donc là on peut commencer peut-être à suspecter une dépression de postpartum, mais il faut chercher s'il n'y a pas des antériorités aussi. C'est une femme qui est déjà de base vulnérable si elle a des antécédents. Et ce que nous on repère comme urgence psychiatrique dans le postpartum, mais c'est des cas extrêmement rares, c'est comme l'embolie, c'est la psychose puerpérale, où la maman peut commencer à avoir des idées un peu bizarres, délirantes sur son bébé, au point où elle peut le trouver comme menaçant. Et là, nous, la préconisation en psychiatrie, c'est d'éloigner l'enfant du bébé. C'est le seul cas où tu éloignes l'enfant du bébé, le bébé de la maman. Et par contre, dans la dépression du postpartum, il faut que tu fasses tout pour créer le lien, justement, pour faciliter le lien. Mais dans les cas de psychose, souvent, il y a des mamans qui ont des antériorités psychiatriques. Et donc c'est souvent des grossesses à risque qu'on surveille. Donc, voilà, mais après, en zone de conflit, malheureusement, ça, on ne peut pas le savoir. Ça peut passer à la trappe. Donc il faut beaucoup interroger la famille. Ça, c'est très important. Quand il y a de la famille, il faut l'interroger. Puis l'avantage, entre guillemets, dans ces zones, c'est qu'ils sont toujours en promiscuité, elle n'est jamais vraiment seule. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans les camps, ils sont des centaines de familles. Si vous voyez les vidéos et photos, vous pouvez toujours consulter toutes nos photos et vidéos sur nos comptes. Non, mais il faut le dire. Sincèrement, les camps, ce sont des grandes esplanades avec plein de tentes et des gens qui ils n'ont pas d'intimité en fait. Il faut savoir, ils n'ont pas d'intimité. Les enfants vivent tous ensemble, souvent ce sont des familles où il y a beaucoup d'enfants. 6 enfants, 7 enfants, 9 enfants même, 9 enfants. Voilà. Des garçons, des filles mélangées, et puis les parents n'ont pas d'intimité non plus, donc il faut savoir que c'est dur aussi d'avoir un équilibre familial. Donc c'est l'avantage, oui et non, de ne pas être seul. Oui et non. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais te poser une autre question, toujours encore en situation d'urgence. C'est quoi en fait un accouchement en situation d'urgence? Comment ça va se passer? Alors ici, nous, on a des contractions, opérations, on sera à la maternité. Ouais. Là-bas, c'est vraiment pas comme ça. Comment ça se passe? Alors là-bas, elles sont de nulle part. Elles restent chez elles. Elles restent dans les tentes, j'ai envie de dire. En fait, elles vont contracter, elles vont avoir leur première contraction du travail, accompagnée ou pas de la perte des os. Et jusqu'à ce que le bébé, en fait, qu'elle ressente l'envie de pousser, d'expulser le bébé. Donc c'est une souffrance en fait. C'est une souffrance. Il n'y a pas de péridurale. Comme tu dis, en plus, il n'y a pas de péridurale, il n'y a pas d'intimité non plus. Tu vois, c'est ça, elle ne peut pas coucher devant à tout le monde. Et ça, c'est très compliqué. Ouais. Je pense que ça doit être très très dur pour ces femmes. Donc, et elles vont donc mettre leur préoccupation, ça va être comment. Est-ce que mon bébé déjà va naître en bonne santé, parce qu'il n'y aura personne à côté pour pouvoir le réanimer. Et donc, c'est accouchement dans le stress.
le naturel, on ne peut pas plus naturel. Et aller à l'hôpital si il y a hémorragie ou bébé qui ne respire pas ou autre. Donc en fait ça peut être après, donc ça peut être trop tard comme on disait tout à l'heure. Ça peut être trop tard, tout à fait. D'accord. Et je reviens en fait sur après, ils vont peser aussi le pour et le contre d'aller à l'hôpital. Tu vois, est-ce que je vais prendre des risques sur la route, d'être bombardée donc vraiment, ils vont vraiment souvent à l'hôpital au dernier moment quand ce sera trop tard en fait. Et donc je disais, il n'y a pas d'électricité dans les camps, même dans les hôpitaux parfois il n'y a plus d'électricité. Il peut y avoir des césariennes sans anesthésie. Voilà, tout à fait. Quand elles arrivent à l'hôpital, en plus, ça peut être donc des césariennes sans anesthésie, tout à fait. Donc, imagine là pour le coup le traumatisme, c'est ça. La douleur extrême. Et puis aussi, les accouchements, en fait, il n'y a pas vraiment de service dédié maternité ou autre. Ce sont des femmes, elles vont accoucher au milieu de choses horribles. D'amputations, au milieu de cadavres d'enfants, enfin au milieu de... c'est l'horreur quoi. Donc elles vont venir pour l'accouchement, elles vont repartir même pas 1 ou 2 heures après, il n'y aura pas la surveillance après qu'on fait habituellement pour les femmes qui viennent d'accoucher, tout ce qui est tension, saignement, etc. Non, elles vont repartir immédiatement après avoir mis au monde leur bébé. Et pour les césariennes, pareil, elles restent peut-être quoi 2-3 heures et elles rentrent dans leur tente. Voilà, il faut imaginer 2-3 heures après une césarienne sans anesthésie. C'est très compliqué. Sans antalgique, hein, parce que aussi, les douleurs autour de la césarienne, c'est très douloureux, mais les suites, c'est très douloureux aussi. Normalement, ici, tu es perfusé avec des antalgiques très puissants pour vraiment rien sentir, au moins 48 heures. Donc là, elles repartent comme ça, quoi. Pour revenir sur ça, plutôt pour un côté plus, pour information, donc nous, MEAD, on a des hôpitaux, notamment dans le nord-ouest de la Syrie, dans la province d'Idlib. Et donc en fait, on a des hôpitaux qui font des césariennes, et grâce à votre générosité, des césariennes avec anesthésie, les femmes enceintes sont suivies. Il y a du personnel médical pour ça, et il n'y a pas un suivi comme ici, mais il y a quand même, on essaye de faire ça, nous, MEAD. Franchement, MEAD, vraiment. Ce qui est bien dans ce que tu dis, Samra, c'est que tu me rappelles aussi quelque chose, c'est que l'accouchement en lui-même peut être potentiellement un événement traumatisant aussi. C'est-à-dire que la dame va accoucher, la femme va accoucher et va avoir des symptômes de stress post-traumatique autour de l'accouchement. Donc il faut imaginer aussi malheureusement l'accueil du bébé qui se fait dans des conditions d'une maman qui est en état de stress, en état aussi tout le temps de survie. C'est pas les conditions d'accueil qu'on connaît ici dans un pays. Donc en fait tout est lié finalement. Tout est lié et puis ça ne s'arrête pas. Il y a une question très intéressante. Donc une personne qui dit: j'ai lu que dans les camps en Syrie, beaucoup de femmes ont des grossesses multiples et rapprochées. Quels sont les risques pour leur santé physique et psychique? Donc les grossesses rapprochées, parce qu'il n'y a pas l'absence de contraception, il n'y a pas d'éducation à ce niveau-là. Grossesse multiple. Voilà, rapprochées, c'est ça. Ouais, des grossesses multiples et rapprochées. Quels sont les risques pour leur santé physique et psychique? Leur santé physique, du coup, l'anémie. L'anémie, tu vois, en plus avec l'allaitement qui suit les grossesses, allaitement rapproché. S'il y a du lait, d'ailleurs. On va parler après en fait du côté malnutrition, on reparlera juste après. Donc ça va être ça va être peut-être plus de risques de accouchement prématuré pour le bébé suivant. Le corps ne récupère pas. Voilà, c'est ça. L'utérus, j'imagine qu'il ne peut pas se remettre. Tout à fait. Et puis après, tout ce qui est incontinence aussi. Oui, ce sont des femmes, elles n'auront pas eu le temps de rééduquer leur périnée. Et donc du coup, ça va être des incontinences. Et on ne mesure pas un peu l'impact de l'incontinence chez ces femmes, mais ça peut être très dur socialement. Ça va être des femmes à l'accepter là-bas. Et puis au niveau psychique, il faut s'imaginer que l'arrivée d'un enfant, c'est beaucoup de stress pour la maman, de stress pour l'arrivée du bébé, est-ce qu'il va arriver dans des bonnes conditions? La grossesse, déjà, on sait que c'est une période de vulnérabilité psychique. Mais alors si tu ajoutes l'insécurité que ces mamans vivent à répétition, de se dire à chaque fois ma santé, la santé de mon bébé, la santé de mes autres enfants qui sont aussi là, effectivement, ça ne peut que vulnérabiliser et être un terrain propice à des fragilités mentales aussi. C'est terrible. T'imagines que si elle n'a même pas créé encore le lien avec le premier bébé, là il y a une deuxième grossesse qui arrive, donc ça va être encore plus compliqué de créer le lien avec le premier bébé. Et puis du coup j'imagine que ça crée des traumatismes chez l'enfant, un manque de la maman, etc. Tu vois, on a ce qu'on appelle les phénomènes de régression quand t'as le bébé qui arrive, le deuxième, par exemple celui de 2-3 ans qui était propre, va se remettre à faire pipi dans ses couches, etc. Là, pour ces bébés-là, pour leur développement psychomoteur, ça va pas être facile, quoi.
Et puis, vous imaginez bien que dans les camps... Oui. Je voulais dire psycho-affectif. Psycho-affectif, oui. Mais dans les camps, il n'y a pas les couches comme ici, enfin, c'est terrible. En plus, ça, pour les bébés, ça va être des aliments fessés, des infections parfois au niveau du siège, etc. Le manque de couches, le manque d'hygiène, c'est très douloureux pour nous. Ouais, j'imagine. Du coup, alors je voulais rebondir sur ce mois-ci, donc on a une campagne pour le Ramadan. Donc on sait que, comme beaucoup de musulmans dans le monde entier, c'est un mois joyeux de jeûne et de moments précieux en famille. Donc en Syrie et dans d'autres zones de conflit, en fait, ce mois est marqué par la faim, finalement, parce que ces familles jeûnent tout le temps. Et donc nous, en fait, ce mois-ci, pour notre campagne, elle est axée sur la malnutrition en Syrie. Et comme on disait tout à l'heure, une mère qui ne mange pas, sa grossesse va forcément être une femme enceinte. Oui, une femme enceinte. La grossesse, du coup, va être plus compliquée, plus de risque de pathologie, plus de risque de retard de croissance chez le bébé, de malnutrition déjà chez le fœtus, quoi. Et puis le fait de ne pas manger équilibré, plus de risque de diabète, de grossesse. Donc diabète de grossesse, ça peut, dans les cas extrêmes, entraîner mort fétale. Et du coup, c'est quoi le diabète de grossesse pour expliquer peut-être? Alors, le diabète de grossesse, c'est que pendant la grossesse, en gros, pour vulgariser la chose au maximum, bien sûr, le pancréas, il ne fonctionne plus trop, il ne fonctionne plus aussi bien. Donc, ça va créer des hyperglycémies, donc des glycémies qui ne vont pas être régulées chez le bébé. Et donc, ça va entraîner en fait des hyperglycémies, des alternances qui font que le fœtus ne va pas trop aimer. Donc dans les cas de diabète vraiment mal équilibré, ça peut entraîner à l'inverse des gros bébés. Ce qui fait que pour l'accouchement, ça peut être problématique. Ils peuvent être trop gros pour passer le bassin par exemple, donc césarienne. Et vraiment dans les diabètes très très mal équilibrés, ça peut entraîner au dernier trimestre des morts fétales. Voilà. Et après, tu as certains diabètes qui au contraire entraînent des retards de croissance. Ok. Parce que, ça me touche quoi. Et donc en fait, je voulais te demander, Lina, quand en fait perpétuellement on n'a pas trop à manger, je vois des femmes qui disent mes enfants me demandent de la viande ou quelque chose comme ça, et elle a dit je fais semblant de ne pas les entendre. En fait, psychologiquement, où est cette mère en fait par rapport à ses enfants quand elle le fait, elle essaie de faire. Elle ignore ses enfants pour pas avoir mal, j'imagine. Qu'en est-il de ces femmes? Ces femmes qui ne peuvent pas répondre aux besoins de leurs enfants, je pense que c'est une des pires douleurs qu'on peut avoir, parce qu'il doit y avoir beaucoup de culpabilité aussi de se dire j'ai mis des enfants au monde, c'est moi qui suis normalement leur figure protectrice, qui suis censée répondre à leurs besoins primaires, et je ne suis pas capable de le faire. Donc cette maman, elle va déployer ce qu'elle est capable de faire en essayant de toujours apporter la tendresse, l'affection qu'il faut pour ses enfants, mais effectivement ce qui manque c'est les besoins matériels. Et là je crois qu'elle est un peu dans un réflexe aussi de se protéger de la violence de cette réalité-là, de se couper un peu peut-être même de ses propres émotions et de se dire là à ce moment-là, voilà, moi je suis dépassée par la demande de mes enfants et je ne sais pas comment y répondre. C'est quand elle dit ça, moi, de ce que j'entends de cette phrase-là. Et tu avais une autre question peut-être après celle-ci? Je ne sais pas si j'ai répondu. Non, t'as répondu, mais qu'une mère en fait dise qu'elle fait semblant de ne pas les écouter, j'avoue que ça m'avait vraiment touchée et je m'étais dit en fait comment elles font pour vivre comme ça perpétuellement, psychologiquement, comment ça se passe en fait. Ce qui se passe, c'est que dans ton cerveau, quand tu as vécu beaucoup d'événements traumatiques comme ça et que tu es encore en zone de conflit ou en danger, il y a une mécanique malheureusement qui se met en place qu'on appelle la dissociation. Et la dissociation, alors à l'instant T, quand tu vis un événement traumatisant, c'est un bon réflexe en fait, parce que tu vas te couper de tes émotions et de la violence de ce que tu peux ressentir, ça te protège en fait un peu de la folie. Mais le problème, c'est que ça devient après un petit peu addictogène, c'est-à-dire que les personnes vont se remettre à dissocier parce que cet état-là, en fait, les arrange. C'est un peu comme si tu es en mode pilote automatique. Et en fait, nous, dans notre vie, on dissocie plus ou moins, par exemple, quand on est au volant, il y a des petits moments comme ça où tu sais plus trop où tu es passé. Ouais, ça, c'est de la dissociation. Après, tu reviens. Voilà, après, tu reviens, tu te réancres à la réalité. Mais il y a des gens qui ont vécu de tels traumatismes qui vont vivre, passer toute leur existence à être dissociés.
Et donc c'est des gens qui sont coupés de leurs émotions. Et c'est pour ça, des fois, quand on voit des victimes, on dit pourquoi elle pleure pas, pourquoi elle réagit pas. En fait, c'est parce qu'elle est peut-être dissociée et qu'il n'y a pas de bonne victime qui pleure. Et si on regarde un peu les vidéos de ce qui se passe à Gaza, par exemple, ou les enfants confinés dans les tentes, on voit un peu ce visage un peu creusé, ce visage inexpressif. Parfois, il faut peut-être aller comprendre pourquoi les émotions s'expriment plus. Parce que les émotions, elles sont parfois trop difficiles à supporter. Et cette maman, quand elle dit je fais semblant de ne pas les écouter, c'est comme si elle se coupait aussi de son vécu émotif, quoi. De se dire, moi il faut que je survive, il faut que je tienne pour mes enfants, il faut que je sois là. Donc là, ma seule stratégie que j'ai sous la main, c'est de me dissocier, de me couper de cette réalité-là. C'est peut-être le seul outil qui est là maintenant, pour pouvoir supporter la violence de ce qu'elle vit. Du coup, ça nous permet de comprendre. Les parents qui perdent leurs enfants, tu vois, ils sont complètement dans la dissociation. Tu les vois, ils n'ont pas de réaction. Une autre réalité. Voilà. C'est la déréalisation et la dépersonnalisation. C'est-à-dire que ton milieu, tout ce qui t'entoure, tu as l'impression que c'est irréel. Donc les gens te disent vraiment, j'ai l'impression que le monde autour de moi n'est pas réel. Et dépersonnalisation, c'est que tu sors un peu de ton corps. C'est pour ça qu'il y a certaines victimes qui disent, je me suis vue de l'extérieur vivre l'événement. C'est ça aussi. Donc cette maman, je crois qu'elle a un instinct de survie en faisant ça, parce qu'elle se dit, moi je peux pas répondre à toutes les demandes des enfants, mais si je peux être au moins là vivante pour eux, c'est déjà pas mal. Voilà, on en est quoi. Quel service on est rendu quoi. Oui, parce que on rappelle, c'est aujourd'hui les 13 ans de la guerre en Syrie, un conflit qui dure malheureusement. Et nous, MEAD, ONG de santé, on est présents sur le terrain avec les consultations médicales, la formation médicale, un suivi d'écoute psychologique. Mais ce ne sera jamais assez malheureusement. Et aujourd'hui, on est réunis pour aussi parler. Pour remettre la Syrie sur le devant de la scène qui est malheureusement oubliée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds qui ont été enlevés, en fait, qui ont été diminués, notamment le programme mondial, le programme alimentaire. Merci, le programme alimentaire mondial. Donc voilà, les gens n'ont pas à manger en fait, les gens ont faim, comme à Gaza, comme dans plein d'autres zones de conflit. C'est pas anodin ces choses-là, c'est de priver les gens de nourriture, de santé, de sécurité, c'est déshumaniser les gens. La déshumanisation, c'est un processus d'anéantissement d'une population, de son histoire et du futur à venir. Sandra, petite question, est-ce que du coup l'enfant ressent les traumatismes de sa mère? Oui. Oui, il les ressent. Pas comme s'il les vivait lui-même, attention, mais il va ressentir en tout cas le stress induit par le traumatisme de sa mère. Voilà. Sans savoir exactement le traumatisme, il va ressentir le stress. Voilà, parce qu'en fait, une femme peut avoir des bombardements, vivre des bombardements ou des déplacements. Je rappelle que quand même la Syrie, c'est le pays au monde où il y a le plus de déplacés dans le pays en fait. Donc il va falloir surtout trouver de l'eau potable pour faire se les materniser, sachant que tout est bloqué. Donc ça va être des bébés qui vont avoir des infections, hépatite A, tout ce que tu veux quoi, avec le souillé. C'est vraiment compliqué. Et pour les bébés, donc postpartum chez les bébés, psychiquement, il n'y a pas de repère, comme on disait, déplacer. Ils vont être dans leur petit bidouillet, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. Sinon la canicule. Je sais que cet été il y avait des grosses canicules dans les camps. On n'a pas la clim, on n'a pas tout ça. Tout à fait. Je me rappelle aussi à l'époque de Zaatari, en 2013, on avait beaucoup de bébés qui venaient consulter parce qu'ils étaient déshydratés. Trop de transpiration, la tente, ça faisait un peu effet de serre, ils étaient sur la tente, ça montait facile à 50 degrés. Donc t'imagines quand tu viens de naître. Et puis l'eau potable, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça, malheureusement. C'est terrible. Et les petites questions je vais vous les poser. Alors, il y a une personne qui demande est-ce qu'il y a des recherches bibliographies dans le cadre d'un projet de recherche universitaire, zone de guerre, périnatalité et trauma transgénérationnel? Alors, je ne sais pas si vous savez. Je n'ai pas de référence comme ça en tête, mais faut pas hésiter à consulter le site internet des vétérans américains. Où en fait il y a toutes les publications en lien avec le psychotraumatisme et peut-être la transmission effectivement transgénérationnelle, tu trouves? La périnatalité, périnatalité, tout ça. Oui, si tu as des ouvrages, c'est dans le cadre d'un projet universitaire. Ok, écoute, j'en ai absolument pas là en tête, mais, non, peut-être. mais je peux me renseigner. Mais merci pour vos questions. Mais c'est très intéressant.
Franchement, c'est un super projet universitaire, en tout cas, super thème. Bah, bon courage. Ouais. Bon courage. Et on veut la fin, on veut la suite. Bon courage. Une autre personne dit est-ce que vous travaillez sur les notions de trauma collectif et avec la psychologie islamique, avez-vous constaté une meilleure prise en charge? Merci. Lina. La psychologie islamique, Oui. sur les traumas collectifs. Alors, est-ce que vous avez travaillé sur les différentes. notions de trauma collectif et avec la psychologie islamique? Avez-vous constaté une meilleure prise en Alors moi, j'ai pas travaillé avec la psychologie islamique, parce que c'est un domaine que je ne connais pas du tout. En revanche, ce à quoi j'ai pu un peu me former, mais vraiment de très loin, c'est ce qu'on appelle la psychiatrie transculturelle. Ah, j'ai jamais parlé de ça en plus, j'avais parlé de culture et... Voilà, la psychiatrie transculturelle, alors C'est l'ethnopsychiatrie. Voilà, c'est un peu différent, des approches sont différentes, mais c'est un peu le même principe, c'est que on peut constater chez certains patients qui souffrent de troubles psychiques qu'il y a des réticences à certains soins, certaines compréhensions des symptômes, et que pour faciliter ou en tout cas pouvoir aider le patient à s'engager dans les soins, on puisse prendre en compte cette part culturelle. Moi, ce que j'ai appris, c'est plutôt auprès des populations africaines. Il y a certains rituels, par exemple, qu'on met en place au moment de la naissance, par exemple, ou au moment quand quelqu'un manifeste des mots de l'âme, entre guillemets. Ces rituels-là ont beaucoup d'importance pour ces populations-là. Et ce qui est bien, c'est peut-être pratiquer une psychiatrie qui prenne ça en compte, de permettre aux populations de pratiquer ces rituels, mais tout en proposant aussi des soins comme nous on les entend en psychiatrie. Donc l'approche transculturelle, c'est quand il y a un obstacle aux soins liés à la culture ou l'identité culturelle d'un patient, et qu'on essaye vraiment de faire converger un peu nos deux mondes, quoi, pour trouver les soins les plus adaptés. Ce n'est pas se braquer face à la culture de l'autre et lui dire là, tes histoires de sorcellerie, de possession, nous on n'y croit pas, donc voilà, on ne vous prend pas en charge. Au contraire, l'idée c'est d'être à l'écoute de ça, de voir quelle importance ça a dans la vie du sujet, pourquoi ça a autant d'importance, et de pouvoir composer avec ça. Mais toujours en restant quand même dans une posture de médecin qui a été formé à la médecine, ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, basée sur des preuves, et qu'on reste dans cette posture médicale. Donc quand moi par exemple je veux soigner une dépression, je suis honnête avec le patient, je lui dis voilà, vous avez tous ces symptômes, ça se soigne comme ça. Maintenant, il y a des réticences, il y a des choses qu'on peut travailler ensemble, il n'y a aucun souci. Ça, c'est l'approche transculturelle. Mais disons qu'il n'y a pas besoin, j'ai envie de dire, de se former au transculturel ou l'ethnopsychiatrie. Il suffit d'être, j'ai envie de dire, empathique, ouvert d'esprit, à l'écoute, humain. Voilà, c'est déjà suffisant. Maintenant, pour le trauma collectif, en France, il y a ce qu'on appelle les cellules d'urgence médico-psychologique, donc c'est les CUP, qui sont liées au SAMU, en fait, après les attentats de Port-Royal, où on s'est dit, en fait, ok, il y a des équipes qui vont en urgence sur des terrains où il y a eu plusieurs impliqués, pour les soigner, pour faire des premiers soins sur place, mais quid, en fait, de la souffrance, de l'impact psychique de ces événements-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi dépêcher des équipes? Donc c'est ce qui s'est passé après les attentats de 2015, où beaucoup de mairies ont ouvert en fait des espaces collectifs où les CUMP sont venus pour recevoir ces gens, ces habitants, ces riverains, ces impliqués, pour discuter, pour parler, poser des mots. Et nous, ça nous a permis de repérer les gens plus ou moins vulnérables. Donc ça, c'est un peu... Quand il y a des suicides dans les collèges... Voilà, oui, c'est pas forcément des attentats. Ça peut être des suicides, ça peut être des accidents du travail, ça peut être... à partir du moment où c'est un événement qui a impliqué plusieurs personnes. Voilà. C'est très, très bien à savoir, je savais même pas. Ouais. Bah, merci beaucoup. Autre question, et hyper bonne question d'ailleurs. C'est que des bonnes questions. Ouais, c'est vrai. Mais là, je vous remercie la personne parce que c'est une très très bonne question. Elle dit comment une nation peut-elle se reconstruire psychologiquement et physiquement après 13 ans de guerre? Et donc, Syrie, quand la guerre se terminera. Donc, déjà, est-ce qu'on peut se reconstruire quand la guerre n'est pas finie? En réalité. Je pense qu'il ne faut plus raisonner comme ça. Il faut se dire la guerre, elle est là. Le traumatisme, il est là, les difficultés, elles sont là. Maintenant, comment on fait pour vivre? On vit avec. On apprend à vivre avec cette réalité-là. Et surtout, comment on protège ses ressources? Comment on continue à s'humaniser? C'est ça. En fait, je crois que vivre dans des zones de guerre, la question est, j'ai envie de dire, morale, éthique, philosophique, c'est comment on reste humain pour soi et dans le regard de l'autre, dans le regard de ses proches, mais aussi au regard du monde. Comment on reste humain, comment on se réhumanise. Et ça, la Syrie, je trouve qu'elle continue à le faire malgré tout. Alors oui, il y a la misère, la guerre, les traumatismes, mais jusqu'à maintenant, quand tu vas te connecter sur Internet, ce que tu vois chaque année, et ça changera jamais,
c'est que tu vas tout le temps avoir des vidéos, des premières manifestations, des fresques artistiques qui ont été faites, des icônes de la Révolution, des personnes en fait qui ont créé ce mouvement et qui ont donné du sens en fait à ce mouvement-là. Et c'est vrai que chaque année, les commémorations qui se font reviennent à ce principe de nous on s'est soulevé, c'était pour la liberté, la dignité. Et redonner du sens en fait à son combat, c'est déjà se réhumaniser et se dire aujourd'hui on nous traite peut-être comme des animaux, mais en fait il ne faut pas oublier de là où on est parti. Et mine de rien, l'adversité, c'est un peu le concept de résilience. Hein. J'allais te dire ça, Quand on casse, j'allais te dire, on parle de résilience. résilience. Tes yeux pétillent là. Non, mais j'allais le dire, sincèrement. C'est le concept de résilience, c'est comment tu résistes en Voilà, fait, effectivement à l'adversité et l'être humain a des pouvoirs incroyables, insoupçonnés, liés à beaucoup de choses. Hein. Ça peut être lié à beaucoup de choses qui sont intérieures, mais chez les populations comme les populations syriennes, c'est lié à la foi aussi. C'est quel sens on met et comment on construit du beau. Aussi. Et en Palestine aussi. Comment on construit du beau, comment on construit du sens et de l'espoir pour la suite. Et ça, on le voit effectivement, comme tu dis, à Gaza, c'est que jusqu'à présent, quand tu as des vidéos de gens qui s'expriment, c'est souvent des paroles de résistance, des paroles d'espoir, de on va tenir, on va y arriver. Et les vidéos, tu vois par exemple, quand ils s'occupent des animaux, qu'ils donnent à manger aux animaux, c'est montrer qu'on reste humain. Et cette humanité, ne pas perdre cette humanité, je pense que c'est vraiment le fil conducteur qu'il faut avoir tout au long de la vie. C'est ça la résilience et c'est très beau ce que tu as dit d'ailleurs et je trouve que les peuples en guerre sont souvent des peuples résilients et aussi grâce à la diaspora maintenant depuis Méad je connais beaucoup de Syriens, des gens qui ont quitté leur pays et en fait qui ont une vie normale avec des grosses guillemets et quand ils racontent ce qu'ils ont vécu il y a aussi beaucoup d'ouvrages, de films, enfin je trouve que la diaspora syrienne a fait un beau travail à ce niveau-là. Et on va continuer, et Gaza aussi, il faut connaître l'histoire du peuple palestinien qui date de 70 ans. La Palestine. Oui, la Cisjordanie, plus de 70 ans, et jusqu'à maintenant, il y a quelque chose de l'ordre du beau derrière cette résistance et malgré toutes ces souffrances. Merci pour ta question. Alors, j'ai une autre question. Comment le père peut soutenir la mère de son enfant si cette dernière est en dépression? Désolée, à chaque fois je vois le début. Je sais pas si tu peux répondre les deux, en vrai. Est-ce que je peux répondre? Oui. Je sais pas. Déjà, rien que le simple fait d'être présent. Ce que j'allais dire, Ça. Rien que d'être présent, mais après, c'est compliqué qu'ils soient présents, parce que souvent ils sont tués, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'on parle pas beaucoup des pères. Ouais, les pères, on ne parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont été tués aussi. Hein. Mais ils sont morts. Souvent, moi je vois les vidéos témoignages qu'on a, c'est souvent des femmes qui sont seules, qui ont 9 enfants, 6 enfants, enfin elles parlent jamais de leur mari. Hein. C'est vrai que... souvent elles sont veuves, hein. Souvent elles le disent, hein. Allah yarhamou, elles disent souvent le papa n'est plus là. Mais la place du père, elle est tout aussi importante que celle de la mère, ça c'est de façon globale et générale. Maintenant, le papa peut se sentir très impuissant puisque c'est... Il faut dire les choses concrètement, c'est elle qui porte, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui souffre. Lui, ce qu'il peut faire, c'est écouter, valider ce qu'elle ressent, de ne pas éluder quand elle dit « je souffre, j'ai mal, j'ai ci, j'ai ça », de le valider, de le reconnaître. Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est dire à l'autre « bon, allez, vas-y, avance, la vie continue », valider ce qu'elle ressent, son vécu émotionnel. C'est très important ça. C'est très important. Arrête ta comédie. Bien sûr. Parce que le sentiment d'illégitimité, c'est terrible pour une victime de se dire je suis pas légitime de souffrir, en fait, j'ai pas le droit de souffrir. Ça, c'est très dur à porter. Et donc, du coup, pouvoir valider et puis la sécuriser. Même si effectivement on est sous les bombes, pouvoir à chaque fois lui dire je suis là, quand tu auras besoin de moi, je serai là. Et c'est déjà pas mal. Et la décharge un peu aussi. Ouais, oui. Au niveau de la décharge mentale, avec les autres enfants par exemple, qui s'occupent un peu plus des autres pour qu'elles puissent se consacrer complètement au bébé. C'est ça. Oui, donner du temps aux enfants, exactement. D'accord, merci. Autre question, pensez-vous que les troubles de la personnalité puissent être redoutés pour les enfants en grandissant même s'ils surmontent le traumatisme? Oui, malheureusement, c'est d'ailleurs le trouble qu'on retrouve le plus. Les troubles de personnes, on en trouve énormément et c'est d'ailleurs une des malheureusement des troubles chroniques qui se mettent en place avec les traumas parce qu'il faut se dire que, alors on ne parle pas de troubles de personnalité à l'enfance et l'adolescence parce qu'on considère qu'une personnalité est à peu près construite à l'âge adulte. Donc avant on parle de traits de personnalité.
Et donc faut se dire que le trauma, en fait, ça vient façonner beaucoup de choses de la perception de soi et de la perception d'autrui. Donc forcément, on va se construire en fonction de ça, en fonction de sa place au monde, en fonction de comment on se voit, comment on gère nos émotions, etc. Donc la personnalité va se construire dans les premières années de vie, et c'est à l'âge adulte qu'on parle de troubles de personnalité, mais effectivement, troubles de personnalité, c'est des aménagements de la personne pour pouvoir survivre à ce qui a été difficile. Donc, par exemple, celui qu'on rencontre le plus, c'est ce qu'on appelle les troubles de personnalité borderline ou état limite. Et le trouble de personnalité borderline, son siège principal, c'est justement le trouble de l'attachement dans l'enfance. C'est de ne pas avoir été sécurisé par une figure parentale et que plus tard dans nos relations, on soit en instabilité constante, qu'on ait du mal à gérer ses émotions, qu'on ait des vécus de vide, qu'on soit très impulsif, parfois très en colère, qu'on se mette en danger. Donc vraiment, quand on parle de borderline, c'est qu'on est vraiment à la limite, quoi. Et ce trouble de personnalité se prend en charge, mais plutôt avec des psychothérapies, parce qu'il faut vraiment faire un travail sur soi et sur son histoire, son enfance, etc. Mais oui, c'est à craindre. C'est un des troubles qu'on rencontre le plus. Il y a quelqu'un qui demande s'il y aura une rediffusion. Donc oui, il y aura un replay aussi sur notre chaîne YouTube. Donc toutes les informations sont sur notre compte. Et aussi elles partageront Sarah et Lina. Ok, bah merci Lina. On va pas tarder à clôturer le live. Donc si vous avez des questions, une personne demande une question pour Gaza en fait. Et la personne demande il serait intéressant de mettre un espace en place pour les franco-palestiniens qui reviennent de Gaza. Bah, je pense que oui. Oui. On l'a dit tout à l'heure avec ne serait-ce que les élus d'écoute. Bien sûr. Oui. Alors je ne sais pas de quelle population on parle, mais déjà moi je pense aux médecins, à nos confrères. Oui, c'est ce que j'allais dire. On me dit tout le temps, bon, le peuple, enfin, les civils, tout ça, bien sûr, mais aussi qu'en est-il des médecins en fait. On ne parle jamais des médecins. Bien sûr, on ne parle pas des médecins, mais même des autres professions qui sont sur le terrain. Et même parmi ces populations, on peut développer ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. Donc c'est les gens qui sont exposés de façon directe ou indirecte au traumatisme des autres, mais aussi au récit traumatique. Donc quelqu'un qui travaille continuellement avec des gens qui ont vécu des traumas peut lui-même développer des petits troubles de stress post-traumatique. En l'occurrence, moi, je peux souffrir de ça parce que je suis continuellement exposée à des récits traumatiques. Donc il faut être très vigilant auprès de ces populations-là, de médecins, de leur proposer aussi des cellules d'écoute, du soutien et créer des SAS aussi. C'est-à-dire que quand tu sors du milieu professionnel ou là où tu as pris en charge les patients, de pouvoir un peu te décharger de tout ça, un peu te décontaminer pour que quand tu rentres chez toi, tu viennes pas avec tout ça. Et c'est aussi le cas des militaires aussi, ça on le rencontre beaucoup. Oui. Je savais pas. C'est une population très à risque aussi. Ouais, mais c'est vrai qu'ils sont au cœur, quoi. Bien sûr. Comme la police aussi. Oui, exactement. La police, les pompiers aussi. Ambulanciers, tout ça. Voilà, ça c'est. Je pense par exemple à Gaza au niveau des ambulances, vous m'avez parlé avec Samra la première fois pour les vidéos pour la Palestine. Bah, ils sont bombardés, hein. Clairement, ce sont aussi des cibles, quoi. Ils sont bombardés, puis ils voient des choses terribles. C'est les premiers maillons de la chaîne qui vont amener les blessés terribles. C'est ça, ceux qui déterrent aussi sous les décombres en Syrie, les fameux casques blancs. Eux, oui, c'est vrai, sûrement il y a du stress post-traumatique aussi. On va vraiment pas tarder à clôturer si vous avez d'autres questions. Donc sachez que nous, MEAD, on est, pour ceux qui ne savent pas, hein, je répète, on est une ONG de santé et de solidarité française créée en 2011 qui agit principalement en Syrie et en Ukraine et bientôt, enfin très très bientôt là en Palestine, en Cisjordanie plus précisément et bientôt aussi au Yémen. Nous on fait tout ce qui est consultation médicale, formation médicale, accompagnement, on a des programmes de malnutrition, donc ce mois-ci d'ailleurs on met en avant nos programmes de malnutrition pour le Ramadan qui est un mois célébré par les musulmans partout dans le monde. Et aujourd'hui, je tiens aussi à vous remercier pour avoir répondu à mes questions et votre temps surtout et votre engagement. C'est super important que des personnes comme vous soient là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'était les 13 ans de guerre en Syrie malheureusement, un conflit qui dure et un conflit qui est sous silence. Il faut savoir que beaucoup d'aides internationales sont retirées à la Syrie, beaucoup de programmes sont retirés aussi à la Syrie. Mais MEAD, sachez que MEAD c'est une des plus anciennes ONG présentes sur le terrain en Syrie et beaucoup d'autres ONG partent en fait en Syrie, n'ont plus de programmes, n'ont plus de moyens et c'est grâce en fait à vous qu'on est là. Vous pouvez faire un don sur notre site internet, vous avez tous les liens en bio Instagram
et votre soutien, sachez-le, compte énormément. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous appeler, envoyer des mails ou des messages sur Instagram, on répondra. Merci Inès. Merci à vous. Si personne d'autre a de questions, on va vous laisser. N'hésitez pas. Merci, c'était super enrichissant ces échanges. Merci. Vous avez aimé le format? Oui. Ouais. Ça change. On espère que vous avez aimé. Moi aussi j'espère. Si on remet ça une deuxième fois. J'espère. Et puis sur d'autres choses, on pourra parler d'Ukraine, on pourra parler de nos nouveaux programmes. Voilà, on voulait instaurer le live, le Méad Talk. Bravo Inès.